Victor Hugo se présente en 2022 au présidentiel. On attendait cette candidature, on la savait inexorable. Comment notre génie national aurait-il pu louper le coche cette fois alors que tout le monde, sans exception, le désigne comme le seul capable de remettre de la lumière dans cette noirceur civilisationnelle. Anne de Broca, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, metteur en scène, vous avez recréé le couple Victor Hugo-Juliette Drouet en célébrant cet amour tous les 16 février, date de leur première union, en érigeant en art le sentiment de deux êtres épris d'absolu. Un mot déjà sur Victor Hugo amoureux. Comment il aimait notre futur président? Comment est-il aimé sa Juliette? Quel qualificatif vous utiliseriez pour définir cet amour? Difficile. Je pense qu'il l'aimait profondément. Je trouve la chose la plus étonnante pour moi, c'est que Juliette aussi était une grande amoureuse et que face à cette puissance d'amour qu'elle porte, il faut quelqu'un... On ne peut pas avoir n'importe qui en face de Juliette. Et je pense que Victor avait la force d'accueillir la puissance d'amour de Juliette, dont je réponds en parlant de celle de Juliette, qui était quand même un peu monstrueuse à sa façon d'aimer, qui peut faire fuir les autres. Et lui, il l'a accueilli. Et je crois que eux deux avaient un regard très aimant qui élevait l'autre. Je crois vraiment je crois que Juliette a participé énormément à l'ouverture profondément du cœur de Victor, je crois, pour qui l'amour était vraiment, comme il le dit dans Les Misérables, l'amour c'est ça l'unique extase, tout le reste pleure, aimer ou avoir aimé cela suffit. Je crois que pour lui l'amour était quelque chose de très grand. Il l'aimait profondément. Un amour qu'il n'avait pas encore vécu avant de rencontrer Juliette? Si, il avait sa femme. Oui, mais ce type d'amour-là... Mais ce type d'amour, non. Non. C'était un amour plutôt bourgeois alors qu'il avait avant et... Je pense. Et puis une femme qui le regardait pas beaucoup. Je pense qu'il n'y avait pas une grande... Comment vous l'écrivez qu'il le regardait pas beaucoup? C'est elle qui ne le regardait pas? Oui, je pense que je pense que ça devait pas être un amour très sensuel, j'en sais rien. Mais je pense pas qu'il y avait... Je crois qu'avec Juliette, il y a une naissance aussi de la sensualité, de la sexualité, de la sensualité avec elle. Un amour à mort? Oui, ils ont des lettres terrifiantes où il dit qu'il va la tuer. Il regrette, il lui demande pardon pour ce qu'il a fait, qu'il a été un monstre de ce qu'il a fait hier, mais que de toute façon, il sera prêt à la tuer et que par amour on peut tuer. Enfin, c'est très fort. Hein. On a l'impression qu'ils se sont tabassés pendant la nuit. C'est très troublant. Pourquoi ils se sont pas tués? Pourquoi se serait-il tué? Ah, par jalousie. C'est ce que vous venez de dire. Oui. Ça aurait pu mal finir. Oui, par jalousie. Non, c'est-à-dire que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on peut tuer par amour. Oui. Et à travers ça, c'est un langage amoureux. C'est un langage amoureux et érotique aussi. Oui. Qui veut dire en fait que... C'est très sexuel finalement, la mort. Et qu'il l'aime profondément. Oui. C'est une façon de... Elle était jalouse, évidemment... puisque quand même il a eu énormément de femmes, de maîtresses dans sa vie. Oui. C'était un homme qui aimait énormément les femmes, la sexualité, qui était même qui avait un besoin, même dans sa vieillesse, assez effrayant même. Hein. Oui. Maladif, on pourrait dire. Hein. Mais elle aussi était extrêmement jalouse. Donc, et elle aussi était extrêmement sexuelle, même dans sa vieillesse? Dans sa vieillesse, non. Je crois que très vite, en fait, je pense qu'il n'y a plus de sexualité entre eux et qu'elle ne s'intéresse plus à ça. Vous pensez que Victor Hugo, la sexualité de Victor Hugo, la gourmandise sexuelle de Victor Hugo est vraiment un très bon attribut pour la campagne présidentielle? Alors ça, c'est sûr que c'est pas forcément génial. Ah ben je sais pas, il y en a un qui a été relégué aux oubliettes pour ça il y a quelques années. Hein. En même temps, tout ce qui se passe entre adultes, absolument, hein, consentant, on n'a rien à dire. Donc on ne peut pas lui reprocher de choses particulières. Pas d'amalgame. Voilà. Alors c'est vrai que quand il était père de France, il a, grâce à cela, Léonie Brière s'est retrouvée en prison et lui, rien du tout. Hein. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il en a dit de cette injustice criante? Je crois qu'il n'en a pas dit grand-chose. Même Juliette n'était même pas au courant ou a fait semblant de ne pas en être au courant, d'ignorer cette chose dont on parlait. Donc, je ne pense pas qu'il devait être fier de ça. Mais en même temps, voilà, il a utilisé ce privilège aussi. Hein.
Mais non, pour les femmes, effectivement, c'est complexe parce que même Juliette, en fait, qui, elle, votera, parce que s'il revient, elle revient avec elle, forcément, votera pour lui parce qu'elle admire profondément l'homme, sa pensée, son génie, son humanisme. Mais en tant que femme, elle lui dit qu'il préfère qu'il assiste aux séances de sa chambre et qu'elle aimerait bien qu'il assiste régulièrement et qu'il rende honneur à la confiance qu'elle fait, même si elle adhère à son gouvernement. Et, tout ça. Mais donc, et qu'elle dit quand même qu'elle parle de la cacadémie. Donc elle est très en colère, elle dit qu'elle voudrait qu'il n'y ait ni académie, ni théâtre, ni librairie. Je voudrais qu'il n'y ait de par le monde que des auberges, des diligences, des routes et un Toto, une Jujus adorant. Donc elle aussi, avec son discours amoureux, elle en a ras-le-bol de la cacadémie. Elle préfère, puisqu'on fait voir, elle préférait parler de l'érection de Victor que de l'élection de Victor. C'est ça. Mais bien sûr qu'elle votera pour lui. Mais elle est effectivement... elle souffre de l'homme politique qui l'éloigne d'elle. Cette grimace de l'homme qui rit, vous parlez de politique, je vous parle de peuple, cette grimace constante qui rappelle tous les fascismes évidemment, qui rappelle toutes les exclusions, toutes les discriminations, elle est encore si présente dans notre société, elle est là tout le temps, prégnante, hein, plus que présente. Qu'est-ce qu'il aurait pensé justement de cette permanence, Victor Hugo ? Est-ce qu'il avait déjà, bon, il avait déjà certainement pensé, vu la constance du mal, hein, dans nos sociétés, mais est-ce qu'il pensait que ça allait se résoudre tout ça au XXe siècle, à votre avis ? Est-ce qu'il était optimiste ? En tout cas, oui, dans le discours de Gwynplaine de la fin, voilà, on l'entend, hein, tout ça. Mais oui. Optimiste, non, non, je pense qu'il pense que c'est une lutte, que c'est un combat et qu'il faut y aller, et qu'il faut agir et que ce sera difficile et qu'il faut gagner les batailles. 219 ans plus tard, il pense qu'on n'en aura toujours pas fini avec cette grimace. Non, je pense pas, oui. Mais que c'est pour ça qu'il faut agir. Oui. Et en 2022, comment il va s'y prendre pour agir sur cette grimace-là ? Victor Hugo. Peut-être en prenant plus que nous ne le faisons, les artistes et les autres, pour prendre la parole, faire des tribunes et inciter des gens à les faire, à réouvrir les théâtres. Je pense, comme il a demandé de fermer... de ne pas fermer les théâtres. Je pense que là, il réagirait immédiatement. C'est de la folie, ce qui se passe en ce moment. Il écrirait une lettre d'amour à Roselyne Bachelot pour lui dire... Il la toucherait au cœur. Il prendrait peut-être Laurent Chu comme ministre de la Culture. Ah bah oui, évidemment. Et il nous inciterait à faire ce que fait Laurent, je pense, faire des tribunes. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire en ce moment, puisqu'on ne peut pas... les théâtres sont fermés, mais que les manifestations sont ouvertes. Oui. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Et moi, et je voulais en parler à Laurent, d'ailleurs, qu'il le fasse, ou même qu'on puisse utiliser son texte, qui est magnifique, ou d'autres textes. Il y a un texte de Karl Kraus sur la fin de l'humanité, des textes comme ça, on pourrait aller sur des places publiques, avec un fauteuil rouge de théâtre, avec marqué manifestation, et prendre la parole et prendre des grands textes. Et je pense que ce serait bien. Et récemment, il y a eu une manifestation à Montluçon où quelqu'un a dit un texte, non pas de ça, mais d'un manifeste qui s'intitule, qui est un début pour l'instant d'un mouvement qui s'intitule... qu'on refuse la peur, ou arrêtons d'avoir peur, et de dire des textes comme ça, publiquement. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire, là. Ouais. Moi, j'ai envie de le faire. En tout cas, moi, je vais le faire. Ça ferait avancer le schmilblick, à votre avis ? Je pense qu'on peut entendre une parole. Oui. Surtout si c'est quand même porté par des acteurs, et là, en l'occurrence, je l'ai entendu, quand c'est porté par des gens comme Laurent ou des acteurs qui aiment ces textes, qui les portent, on entend, et les gens écoutent dans la rue, tu vois les gens qui écoutent, qui reçoivent une parole. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, je ne sais pas ce qui marche. Oui, alors justement,
Justement, qu'est-ce qui pourrait marcher? Est-ce qu'il se servirait quand même des réseaux sociaux? Allez, Victor Hugo, peut-être il serait extrêmement ingénieux à ce sujet, il créerait quelque chose hein, pour parler. Il ferait une sorte de radio libre, je ne sais quoi. Oui, non, je pense qu'il ferait, un plutôt, podcast. Oui, ou des tribunes. Et puis en plus, il a quand même des textes magnifiques de théâtre qui racontent des choses qui ont vraiment des paroles extrêmement fortes. Mon Dieu, j'ai très peur, Anne de Broca, j'ai très peur de quelque chose. Vous savez, Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81. Et en 83, il n'y avait plus de Mitterrand. Est-ce que Victor Hugo, en 2024, il va tenir le coup? Je pense que c'est quand même un homme qui est très aimé, très populaire. Oui. Extrêmement. Donc, il ne va pas décevoir. Se rendre compte que ce ne sont pas que des mots, tout ça. Comme disait Laurent, ce n'est pas que de la mémoire, qu'il y aura un homme qui portera cette parole. Et je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui est assez fascinant, qui avait une aura, quand il faisait ses discours à l'Assemblée, il portait les foules. C'est quand même un orateur extraordinaire. Donc je crois qu'il a aussi une grande puissance de par sa parole, parce qu'une parole, elle est portée aussi par l'âme, par plein de choses. Donc je pense que lui, il pourrait convaincre des foules. Vous êtes sûr que sous la terreur, on ne l'aurait pas décapité par erreur? Mais ça vaut le coup de prendre le risque. Oui. Puis c'est pas grave, parce qu'il reviendra une fois de plus. Oui, et il revient, voilà, c'est ça. Hein. Quand on lui coupe la tête, elle repousse. Elle repousse, c'est pas grave. Et ça, c'est extraordinaire, ça. Il y a quand même une puissance de résurrection. Merci beaucoup, Anne de Broca. Merci.